Bonjour à tous et bonjour à toutes. On se retrouve pour aujourd'hui une Alabama sur la scène donc avec sur la scène aujourd'hui Orly Solomon. Bonjour Orly. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Studio Qualita pour parler de ton parcours. Un parcours, ma foi, très intense, on va dire, hein, puisqu'il a commencé déjà très tôt. Oui. On peut dire ton âge ? Oui, j'ai 41 ans. 41 ans, donc toute fière d'avoir ces 41 ans. Ouais. 41 ans, 34 ans sur scène. C'est que du bonheur. Une belle période de ta vie ? Et oui, très belle période. La meilleure. La meilleure période de ta vie. Alors, oui. C'est une carrière qui commence très tôt, Orly, puisque c'est une carrière qui commence à l'âge de 7 ans déjà, donc vraiment très très jeune. Avant de commencer la carrière, quelques mots sur ta naissance. Tu es née en Israël. Je suis née en Israël. Tes parents étaient là. Voilà, Oleh Hadash. Ils ont vécu pendant 10 ans en Israël. Ils sont arrivés avec 4 enfants français. Et ils sont repartis avec 7 enfants, dont 3 israéliens. Et moi, la dernière. Et j'avais 1 an quand on est arrivé en France. La plus petite, donc, après ce passage très rapide en Israël, à l'âge de 7 ans, il se passe quelque chose de très important. Tu tombes par hasard, mais c'est peut-être pas un hasard, sur un prospectus qui invite des enfants à venir faire des auditions. Tu te rappelles de ce prospectus ? Oui, très bien. J'étais au marché avec ma sœur à Joinville-le-Pont et je prends le prospectus. J'arrive à la maison toute fière en disant « Maman, je veux participer ». Ah, mais alors, ça veut dire que tu chantais déjà ? Je chantais à la maison. J'étais maison. le bout en train de la maison, la plus petite des 7 enfants, avec un grand écart entre l'avant-dernier et moi, parce qu'il y a 7 ans d'écart. Tu te mettais devant le miroir à la maison ? Devant le miroir, sur la table du salon. Voilà, j'étais vraiment... Toutes les occasions étaient bonnes. Exactement. J'ai commencé à chanter avant de parler, c'est ce qu'on m'a dit. Ouais. Donc, tu vas voir ta maman avec ce prospectus, enfin tes parents, je suppose. Tu leur dis, je veux participer. Qu'est-ce qu'ils te disent ? Qu'est-ce qu'ils te répondent ? Ma pitom, pas du tout. Il n'en est pas question. Il n'en est pas question. Ils m'ont dit non, t'es trop jeune pour participer à un concours et puis tu vas peut-être perdre et tu vas pleurer. Tu es déçu. Et là, je leur ai dit vous avez raison. Si je perds, je vais pleurer pendant quelques jours, mais si vous m'empêchez d'y aller, je vais pleurer toute ma vie. Ouais. Et là, ils disent, bon, OK, on a affaire à quelqu'un qui a une forte tête, on va dire, voilà. Et qui a vraiment envie de participer à ça. Donc, tu te rends à cette audition. Voilà, et c'était un concours de chant, en fait, et j'ai remporté le premier prix, un cahier de coloriage. Waouh. C'était sans doute une très belle récompense. Tu te rappelles quelle chanson c'était ? Oui, c'était une chanson de Karen Cheryl. Ouais. À vous, tu penses à quoi quand je suis là debout ? J'ai chanté, j'ai dansé, j'ai fait rire tout le monde. Alors c'est là qu'elle déclique. C'est à partir de ce moment-là, tu dis bon on m'a vu, j'ai gagné le premier prix, et tu te dis peut-être qu'il y a quelque chose à faire dans ça. Alors en fait, moi je me suis pas dit grand-chose, parce que j'avais 7 ans et j'ai juste dit j'ai gagné, c'est cool. J'ai envie d'en faire encore. Et en fait, il y avait des producteurs dans la salle qui se sont intéressés tout de suite, mais intéressés d'une manière très intéressée financièrement. Mes parents l'ont senti et ils n'ont pas voulu me mettre entre les mains de producteurs. Ils ont décidé de me produire eux-mêmes alors qu'ils n'étaient pas producteurs. Mon père était imprimeur, ma mère au foyer, 7 enfants. Mais elle n'avait plus grand-chose à faire à part s'occuper de moi. Donc mon père a dit... Donc elle t'a pris comme projet, en fait, on va dire. Voilà, elle s'est dit, bon, pourquoi pas, le bâton de vieillesse, on est rentré en studio. Je me rappelle, on a reçu des chansons. On a lancé un appel pour recevoir des chansons. On a reçu des cassettes à l'époque, des centaines de cassettes sur la table. Je vois tout ça, c'est vraiment très clair dans ma tête. On a choisi une chanson qui s'appelle Petit mec. Et on l'a enregistrée en studio et je ne pensais pas, en rentrant en studio, que j'allais découvrir une vraie passion et même un métier. Alors, c'était une autre époque, parce qu'aujourd'hui, on voit des émissions, que ce soit en Israël ou en France, des télécrochets, etc., où beaucoup participent. Là, c'était quand même... on va dire un peu plus artisanal. Ah oui, c'était artisanal, c'était très rare déjà. On faisait pas de carrière avec des enfants comme ça. Bon, il y avait des participations par-ci par-là à la télé, mais vraiment une carrière d'enfant aussi petit, 7 ans. J'étais vraiment une des premières. Tu enregistres le premier 45 tours et ta maman commence à l'envoyer. Voilà, elle envoie un peu partout. Voilà, ils ont pressé 500 disques et ils l'ont envoyé un peu partout. Ils se sont dit, si ça marche, tant mieux, sinon ce serait un souvenir. Et très rapidement, on a été appelés par des émissions télé, radio pour faire des interviews, pour que j'aille chanter la chanson.
jusqu'au moment où j'ai été appelée par mon émission préférée, une émission pour enfants que je regardais tous les mercredis matins. Et là, ça commence la grande aventure avec l'émission Les Petits Loups. Salut les Petits Loups. Les Petits Loups sur TF1. Donc, c'était l'émission du mercredi matin pour les enfants, les plus jeunes. Exactement. Et il y avait un fort audimat à l'époque. Je ne sais pas s'il y avait des millions de téléspectateurs. Je crois qu'on était à 6 millions de téléspectateurs. C'était énorme. Donc, tu as appelé pour eux pour la première fois pour chanter la chanson ? Voilà, j'ai chanté la chanson et là, la productrice dit à ma mère, il faut en faire plus. Elle est très spontanée, très authentique. On a des images d'ailleurs, on va les regarder de cette époque. Si Ariel veut bien nous les diffuser. Voilà. Salut les petits loups. Salut les petits loups. Ah, c'est vous ? C'est toi ? Oui. Avec les bouclettes. Mercredi matin. Voilà, donc c'est une grande épopée qui commence, une grande aventure qui commence avec donc cette émission Les Petits Loups. Ça va durer combien de temps ? L'émission a duré, c'était une période d'1 an et demi avec un direct de 3 heures tous les mercredis matins. Et c'est devenu toute ma vie. J'ai arrêté l'école, j'ai pris des cours par correspondance. Et voilà, on avait la répétition le mardi toute la journée, mercredi matin le direct. C'est un autre rythme. C'est quelque chose... Comment un enfant de 7-8 ans vit cette période ? C'est-à-dire que c'est quand même... Tu as affronté, on va dire, tu es confronté à un autre monde. Des fois, c'est un monde même peut-être un peu difficile. Il y a des rythmes qui sont difficiles. Il y a des personnes qui ne sont pas spécialement toujours très agréables. Comment un enfant de 7-8 ans... Alors déjà, mes parents m'ont toujours préservée. Ouais. Mon père était là, même s'il travaillait beaucoup, parce qu'il avait 7 enfants à nourrir. Il était très présent, c'était vraiment l'homme fort qui savait taper du poing sur la table quand il fallait. Et ma maman qui m'accompagnait partout. C'était vraiment tout le temps avec moi. Ils m'ont protégée aussi de la fatigue, par exemple en prenant une chambre d'hôtel à côté de l'endroit où je tournais l'émission, parce qu'il fallait que je sois levée à 6 heures du matin. Il y avait de la neige à l'époque à Paris. Ouais. Je me souviens de toute une période où c'était compliqué d'arriver là-bas, donc ils prenaient un hôtel à côté pour pouvoir me réveiller le plus tard possible, etc. Donc il y avait vraiment un soutien familial, mes frères et sœurs, etc. Un entourage. Tout le monde était engagé. Voilà. Tout le monde est engagé. Et parallèlement donc à cette carrière de télévision, avec donc cette émission très regardée, au même moment, tu commences à être très connu aussi, c'est-à-dire qu'on s'arrête on t'arrête dans la rue pour demander des autographes. Ah oui. À l'époque, c'était pas les selfies, c'était les autographes. J'avais mes petites cartes à dédicacer toujours sur moi, donc je dédicassais les photos. Ils me prenaient des photos avec les appareils de l'époque. Les gens se déplaçaient pour aller voir mes propres concerts. J'avais été animer une grande soirée à l'Olympia. On habitait au rez-de-chaussée, les gens s'arrêtaient devant la fenêtre pour me regarder faire mes devoirs. Un véritable phénomène, en fait. Oui, vraiment. Et donc, j'avais même des gardes du corps. Quand je chantais au Carnaval de Nice devant des centaines de milliers de personnes, j'avais des gardes du corps qui attendaient à la sortie, les hôtels 5 étoiles. Une vie très riche et très, très agréable. Et donc, parallèlement à cette émission, tu continues à enregistrer des disques. Voilà. Combien de disques en tout ? Alors, j'ai fait 7 45 tours et un album. 45 tours à l'époque, donc 45 tours, oui. Voilà. Et un album, donc une tournée au Japon à l'âge de 12 ans, ce qui a été l'initiative de l'album. Vraiment, j'ai chanté en japonais, c'était super. Donc, tu connais beaucoup de scènes, des pays aussi que tu ne connaissais pas. Tu vas un peu partout dans le monde. Et puis, à l'âge de 13 ans, c'est la chute. C'est la chute, le chômage. Le chômage à 13 ans déjà. Tout simplement. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là alors ? Les médias ne voulaient plus de moi. C'est-à-dire, on sortait des disques et ils ne passaient plus à la radio, ils ne m'invitaient plus à la télé. Et mes parents un petit peu acharnés en se disant ce disque-là n'a pas marché, on va en faire un autre, etc. Ils avaient pris les choses très au sérieux en fait. Oui, mais on a tous pris ça au sérieux. C'est-à-dire que moi, c'était toute ma vie aussi. J'étais programmée pour ça. Je me levais le matin et j'attendais les répétitions, les nouvelles chorégraphies. Mais est-ce que tu attends, peut-être pas toi, mais tes parents ne s'attendaient pas, puisque quand même une carrière qui commence à 7 ans, c'est pas une carrière qu'on peut imaginer qui va être sur du long terme. On peut s'imaginer qu'au bout de 5-6 ans, on va avoir moins de demandes. Je sais pas. Mes parents n'étaient pas du métier. Donc, ils ont tout fait avec amour et passion à mes côtés. Et moi, alors, je ne pouvais pas imaginer un seul instant. Non. J'étais née pour ça et c'était pour toute la vie. Donc, c'était un gros choc ? Oui.
Vraiment un gros choc pour moi. Et puis, il faut dire la vérité pour ma maman aussi. Ouais. Bon, pour tout mon entourage, mes frères et sœurs, etc. Qu'est-ce qui se passe tout à coup pendant des années, fièrement, ils disaient oui, j'ai ma sœur Orly. Vous savez, l'émission Salut les petits. Ah oui, et puis je l'ai vue hier chez Sabatier. Et puis j'ai vu... Je passais parce que je faisais aussi des 20h, etc. en tant que chanteuse. Donc j'avais vraiment mes 2 carrières. Et puis tout à coup, pour la famille, ça a été un choc où les gens disaient qui, quoi vous savez, c'est comme aujourd'hui, les gens qui font The Voice, Korav Nolad et tout. Ils ont une exposition pendant 3 mois, 6 mois, 1 an. Et tout d'un coup, ça tombe. Ça tombe complètement et je me mets complètement dans leur peau. Et j'en parle aujourd'hui, on en parlera tout à l'heure, dans des conférences que je donne, justement pour... faut vraiment... un artiste, il faut le soutenir. Alors, c'est aussi les gens de la rue qui sont aussi pas très gentils avec toi, on va dire. C'est vrai. Puisque les mêmes qui venaient prendre des photos avec moi, etc., passaient devant la porte de la maison et ricanaient en disant « T'es fini, t'es plus rien, personne ne t'aime, t'es moche. » Des choses très dures. Très dures à entendre. Surtout que ce sont des enfants des fois, et des enfants peuvent être aussi surtout très gentils, à l'adolescence. Ouais. On sait tous ce que c'est que le passage à l'adolescence et qu'on a déjà nos propres complexes, etc. Alors on n'a pas besoin qu'on en rajoute, mais en fait, ça a été une période très difficile de ma vie. C'était une période très difficile. Mais c'est ce qui m'a rendue plus forte aussi. Ouais. C'est de là que tu as puisé les forces pour faire le reste de ta carrière et de réaliser tes rêves. Et le rêve à cette époque, c'était de retourner sur scène. Voilà. C'était un rêve pour moi déjà parce que j'aimais ça. Et aussi pour ma maman. Parce que... Et tu étais prête à tout faire pour retourner sur scène ? Oui. Ouais, c'est-à-dire que la chute, ça n'a pas été que la mienne. Ça a été aussi la chute de ma maman qui a vécu toutes ces années intensément. Et je ne savais plus quoi faire. Je me sentais responsable, en fait, du fait qu'elle soit plus bien dans sa peau. Et malgré ça, moi, je me disais, j'ai toute la vie devant moi. Ouais. Donc, j'étais un petit peu entre les 2 sentiments. Et c'est ce qui m'a poussée rapidement à monter une entreprise. À l'âge de 16 ans, j'ai monté une entreprise événementielle pour justement être sur scène. Malgré tout, là, c'était plus les médias, on leur demandait plus. Au téléphone, j'étais Stéphanie et je proposais les services de la super chanteuse Orly, la super animatrice Orly, etc. Et après, tu devenais Orly. Et après, je devenais Orly et donc j'arrivais sur place. Oh, j'ai entendu parler de vous en bien. Oh, merci. en même temps, j'avais tout ce book, si vous voulez, c'est-à-dire même si j'étais plus d'actualité, on va dire, quand j'arrivais dans une société pour proposer mes services, il y avait quand même le livre Guinness des records de la plus jeune animatrice de télévision. Ça, on l'a pas dit, mais oui, c'est important quand même. Même si j'avais 16 ans, 17 ans, il y avait déjà 10 ans de carrière. Déjà, donc, une période où tu fais des événements pour des entreprises, dans des cafés, dans des petites salles. J'ai fait de tout, du plus petit au plus grand, du plus beau au plus simple. Le but, c'était vraiment de rester sur scène, d'avoir un contact avec le public. Avoir un contact avec le public. C'était ça qui te faisait en fait vivre. Jusqu'à ce jour, ce qui me maintient en vie, c'est le contact avec le public. Et puis alors, c'est à l'âge de 18 ans à peu près, arrive une opportunité. J'avais 26 ans. Ah, 26 ans déjà. Et pendant 10 ans, j'ai eu mon entreprise. Oui. Pendant 10 ans, donc, tu fais ces événements et à 26 ans, une opportunité s'offre à toi, une tournée en Allemagne. Alors, comment ça arrive, cette opportunité ? Alors, oui, pendant ces 10 ans, donc, j'ai fait ces événements. J'ai fait aussi... Ma maman a réalisé son rêve de faire une pièce de théâtre. Une fille, ça va, 3 filles, bonjour les dégâts. Il y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui l'ont vu parce que ça a eu beaucoup de succès pendant 3 ans. Donc, j'étais chanteuse, comédienne, etc. Et puis, à l'âge de 26 ans, mon entourage me dit que je suis finie, que je ferais mieux de penser à me marier, à avoir des enfants, puisque qu'est-ce qu'on va faire à 26 ans ? On regarde la télé, elles ont 16 ans, elles sont belles, elles sont grandes, elles chantent bien. Qu'est-ce qui te reste ? J'y ai cru, j'ai failli abandonner. Et en fait, on m'a appelée pour faire l'audition de la comédie musicale Le Roi Lion en Allemagne. J'y suis allée à reculons. J'ai entendu toutes ces voix négatives et j'ai transformé ça en un feu qui brûlait en moi. Et j'ai donné une très bonne audition. En allemand ? D'abord en anglais. En anglais. Et ensuite, pour l'audition finale, on m'a demandé d'apprendre le texte et les chansons en allemand, ce que j'ai fait en 15 jours. Et alors, je crois que justement, on va dire, les langues, c'est pas quelque chose qui te fait peur, qui te font peur, parce que, alors, tu parles français, tu parles l'allemand ?
espagnol, puisqu'on va voir Cuba, maintenant l'hébreu, l'anglais. L'anglais, Il y a italien et portugais. Ouais. C'est une passion aussi, les langues? C'est une passion et ce que j'ai découvert assez tard, puisque comme tous les Français, j'avais peur de parler une autre langue et qu'on se moque de moi. Jusqu'à l'âge de 25 ans, je parlais que français. Et après, j'ai appris l'anglais en Angleterre. Après, j'ai appris l'allemand en Allemagne. J'ai appris donc, tu te rends en Allemagne pour faire cette audition. Et là, c'est tout de suite la révélation pour ceux qui t'écoutent. Et ils te disent... Bingo, un contrat de 3 ans dans le rôle de Shenzi, le Roi Lion de Disney, les chansons d'Elton John. Une grande fierté, une renaissance. Et la possibilité de prouver à tout le monde qu'ils ont eu tort. Et que... ce qu'on me disait, l'enfant prodige, c'est fini. Et ben maintenant, il y a une jeune femme qui, devant 50 000 personnes, arrive parmi les 5 sélectionnés dans cette audition. Un beau retour donc sur scène. Et puis arrive ensuite un autre amour dans ta vie, on va dire. C'est le début de beaucoup d'amour. Avec Cuba. Alors, comment tu as découvert ce pays? Alors, j'étais en Allemagne. Je m'ennuyais un petit peu. Ça faisait presque 3 ans que je chantais tous les jours la même chose, 8 fois par semaine. Plus de 1000 spectacles j'avais fait déjà. C'était tous les jours, jusqu'à 2 fois par jour, le samedi et le dimanche. Et au bout d'un moment, je me suis dit, je suis un robot. Ça y est, je vais à l'usine, je vais plus au théâtre. Et malgré le fait que ce soit la comédie musicale, une des plus belles du monde. Au bout d'un moment, on s'en lasse un petit peu. Et je me suis dit, j'ai besoin d'action. Je suis jamais allée dans un pays exotique. J'ai envie d'apprendre à danser la salsa. J'ai envie d'apprendre à parler espagnol. C'est une des langues qui me manquait. Et puis aussi, les températures ne seraient pas exactement les mêmes entre l'Allemagne et Cuba. Entre Hambourg, moins 19 au mois de février, et Cuba, 35 degrés. On peut comprendre. Je me suis dit, bon, allez, je suis un peu palote. Je vais aller passer 15 jours à Cuba. Et il y a un truc qui est génial en Allemagne qui s'appelle le Weiterbildung, qui permet d'obtenir des vacances en dehors des vacances pour aller apprendre quelque chose. Donc, je suis allée dans une école, j'ai fait 4 heures d'espagnol et 3 heures de salsa tous les jours. Et je suis devenue cubaine. Et là, vraiment, ça a été la révélation, l'amour pour le peuple, la musique, les danses, l'histoire, la culture, c'est tellement riche. Alors, et là aussi, tu renonces pas à ta carrière et ton amour pour la scène et pour la chanson. Et là, tu te lances aussi dans une nouvelle carrière à Cuba. Voilà, ça a pris 4 ans. J'ai fait 4 ans aller-retour entre l'Allemagne, Cuba, la France, Cuba. Et puis tout à coup, je me dis, allez, je tente l'aventure jusqu'au bout. Je ne peux pas être entre les deux comme ça. J'avais enregistré des chansons avec des artistes là-bas, en espagnol, chansons salsa, etc. J'ai fait un album, Tel Aviv Havana, qui est un mélange de musique, chansons israéliennes sur des rythmes latinos. Avec une chanson Havana Gila, je crois, qu'on va écouter un peu. Havana Gila en Havana espagnol. Gila, oui. En espagnol. Et donc, une chanson que tu enregistres aussi donc à Cuba. C'est chanté en hébreu avec des rythmes latinos, en fait. Alors, qu'est-ce qui t'a tellement plu dans ce pays ? Ce qui m'a plu, c'est la joie de vivre à toute épreuve. Ils peuvent leur arriver n'importe quoi. Tout à coup, ils vont faire la tête et puis tout à coup, ils vont éclater de rire. Et ils vont dire, la vida es un carnaval. La vie est un carnaval. Donc, c'est vraiment extraordinaire, cette capacité à Cuba, dans la précarité, dans des immeubles où il y a de l'eau 30 minutes par jour et l'électricité qui part pendant 12 heures, d'arriver à être tellement heureux quand l'électricité arrive et au lieu de se plaindre. Et voilà, ils sont tout le temps joyeux. Alors, j'ai pensé qu'ils étaient fous. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était moi qui étais folle et que j'avais beaucoup à apprendre. Et tu es arrivée à suivre ce rythme de vie ? Au départ, c'était difficile. J'ai pris quelques mois à m'adapter. Et après, je suis complètement devenue cubaine. Après, c'était moi qui leur remontais le moral. J'ai passé le cap au-dessus de la joie de vivre. J'étais dans l'hallucination. Alors, je crois qu'on va voir maintenant donc, la version Havana Gila en espagnol, donc enregistrée à l'époque donc à Cuba. Voilà, en hébreu, musique salsaton. Voilà, un album qui a été produit par Frankie Perez, que vous devez connaître. Ça donne envie de danser. Tout de suite.
Ne me laissez pas me lever, hein. Et puis il y a aussi une carrière cubaine, on va dire, espagnole, hein, puisque tu as enregistré aussi d'autres titres, et un titre qui a très bien marché d'ailleurs, je crois. Oui, alors une chanson qui s'appelle Allo Cubano, qui m'a été écrite par Ospani Espinosa, qui est le plus grand producteur de musique pop latino actuellement à Cuba, depuis des années déjà. Ouais. Et on a fait un super clip, ça a été le hit de l'été. On va le voir aussi, hein. On va continuer. Voilà, la mer, le soleil, les belles filles, on a tout, hein. C'est vrai que c'est très entraînant, hein. Oui, c'est de la joie de vivre pure, cette musique, c'est... Alors un projet sur cette chanson de faire une partie en hébreu espagnol. Il y a un DJ qui m'a contacté pour ça. Et ça a été un grand tube. Un grand tube à Cuba. Ouais, le tube de l'été. Alors donc on est toujours à Cuba, 2009 et tu vas rester pendant 6 ans. 2009 à 2015, je vis à Cuba, je vis l'aventure cubaine, je souffre quand il n'y a pas d'eau, je suis heureuse quand j'ouvre le robinet et qu'il y en a. Et jusqu'à aujourd'hui, ici en Israël, ça fait 3 ans que je suis là. Chaque fois que j'allume la lumière, je suis contente. Je dis la lumière fume. Je remercie le bon Dieu, je remercie la vie, je remercie tout pour. Tu es en contact encore avec des personnes à Cuba ? Oui. J'ai été mariée à Cuba. D'accord. Divorcée à Cuba aussi. J'ai une petite fille qui a 7 ans, qui est donc à moitié cubaine. Ah ouais. Et on est allé à Cuba il y a 4 mois pour Pessah. On est allé visiter ses grands-parents. Ouais. Et donc voilà, on a une famille à Cuba. Oui, bien sûr. Oui, des amis, une vraie famille. Et pourtant, en 2015, c'est le grand tournant, la grande décision de venir en Israël. Alors comment on prend cette décision de faire son alia de Cuba après avoir passé donc 6 ans à Cuba, en Allemagne avant, en France avant? Si vous voulez, à Cuba, moi, je vivais là-bas en tant qu'adulte et femme réalisée. J'avais toute ma carrière d'avant, toutes mes découvertes d'avant. Et puis, j'arrive à Cuba, je me sens très bien, je fais une belle carrière. J'étais l'ambassadrice de la culture israélienne à Cuba. Ça n'existait pas. Il y a 1500 juifs à Cuba. Donc, il y a 5 synagogues. Et puis, ils survivent là-bas. Et ils essayent d'être discrets. Et puis, tout à coup, il y a une Israélienne qui se présente comme Israélienne et qui passe à la télé avec Yerushalayim Shel Zahav, Avanagila Al-Kolel, et qui chante devant des millions de téléspectateurs, qui apprécient et qui découvrent Israël sous un autre jour, parce qu'il faut savoir qu'à Cuba, comme beaucoup d'endroits, on pense à Israël, on pense à tous ces soldats qui tuent ces pauvres bébés. C'est terrible. Donc ça a changé un petit peu l'image, donc j'étais très fière de tout ça. Mais tout à coup, ma fille a 4 ans, et je pense à son avenir. Je me pose comme ça, je m'assois sur le canapé, et je me dis, bon, Orly, toi, tu as pas tout vu, mais tu as vu beaucoup dans ta vie. Pas mal de choses. Qu'est-ce qui lui reste à ta fille là ? Elle a 4 ans, dans 2 ans, elle doit rentrer au cours préparatoire. Et tu ne voyais pas ta fille rentrer à l'école à Cuba Excusez-moi, mais être dans une école où il n'y a pas de papier toilette, où il n'y a pas d'hygiène à 100%, où il n'y a pas de nourriture, manger tous les jours du riz et du poulet. On ne peut pas vivre de salsa et d'eau fraîche. Hein. Exactement. Mon père me disait, mais qu'est-ce que tu vas faire à Cuba ? Tu vas vivre d'amour et d'eau fraîche ? Oui, plus ou moins, papa. Si l'eau est potable, s'il ne faut pas la faire bouillir avant, c'est tout un concept de boire de l'eau à Cuba. Donc j'ai pensé à ça pour ma fille. Et je me suis dit non, malheureusement, il faut que je parte. Il faut que je quitte cette terre très joyeuse que j'aime tant pour me diriger vers la France, retourner près de mes frères et sœurs, et là où j'ai des contacts professionnels et que je pourrais facilement, tout de suite travailler, etc. Ou enfin tenter ma chance et rentrer à la maison. C'était toujours dans tes rêves ou quelque part dans ta tête, Israël, il y avait toujours une petite case Israël quelque part ? Le déclic avant de partir à Cuba, c'est le décès de mon papa, où j'avais besoin d'un changement, parce que c'était très difficile pour moi d'assumer. Et à ce moment-là, je suis allée à la Sornout, à l'agence juive à Paris, et puis je me suis effondrée devant la paperasse.
J'ai pas pu, c'était pas c'était trop dur pour D'accord. moi qui étais née en Israël, etc. J'ai pris ça comme un affront de me dire quoi, maintenant vous allez me demander si mes parents sont juifs. Ça a été très difficile pour moi, donc j'ai un peu claqué la porte gentiment, hein, le prenez pas mal. J'ai un peu claqué la porte à ce moment-là et je suis partie vivre à Cuba pour 1 an et ça a duré 6 ans. Et en fait, après, quand j'ai pris la décision de venir vivre en Israël, je suis même pas passée par l'agence, je suis venue directement en Israël. Je suis allée au Misrad Aklita. Je leur ai dit, voilà, j'ai une petite fille de 4 ans, j'arrive avec 2 valises et 3 000 € en poche. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi ? Et puis, ça a commencé la nouvelle aventure. Nouvelle aventure qui commence en Israël. Et donc, comme tu dis, il faut aussi quand même faire quelque chose, trouver du travail. Tu as une petite fille avec toi, donc il faut bien entendu assurer. Alors, là, encore une fois, la chose à laquelle tu penses, c'est le spectacle, c'est la chanson. Je me vois pas faire autre chose. C'est-à-dire, même si les gens essayent toujours de me pousser dans une direction, de rentrer dans le moule et de pas être out of the box et vraiment de commencer à travailler. Bon, Orly, maintenant, sérieusement, tu as 37 ans, tu as une petite fille de 4 ans, va travailler à Dizengoff Center, tu parles 7 langues, tu vas te faire embaucher dans un magasin là-bas et tu vas péter les ventes et tu vas gagner 8 000 shekels par mois, ça va être extraordinaire. J'ai pas pu faire ça. C'est-à-dire que je suis arrivée ici, je leur ai dit oui à tous, mais j'avais déjà auparavant pris des contacts, j'avais envoyé par Facebook des mails, des messages à toutes les personnes qui sont dans le milieu, des entreprises juste de Haïfa et Eilat. Et grâce à ça, dès que je suis arrivée, j'ai déjà trouvé du travail, donc des contacts. J'ai commencé à chanter dès le premier soir. J'étais déjà en train de chanter. Et puis j'ai rencontré très rapidement des gens sur mon parcours formidables qui m'ont mis en contact avec l'ambassade de France, etc. Donc j'ai commencé à toucher à la communauté française. Et il y a quelque chose qui a été un booster, c'est que en 2007. J'étais à Paris, j'ai écrit une version française de la chanson chez Aleph Boché, donc chez Shema Israël. Donc j'ai écrit cette version que j'ai enregistrée donc 8 ans plus tard avec ma nièce. En fait, si je l'ai pas fait avant, c'est parce que je l'attendais. Avec Levana. On va l'écouter aussi. Oui. Toi qui m'as donné la vie. La chanson de Sarit Haddad. Sarit Haddad. On a eu plus de 700 000 vues sur Facebook. Au fond de mes yeux, mon cœur pleure en secret. Et si mon cœur se tait, Et là, ça va être un nouveau tournant aussi ? C'est un nouveau tournant aussi parce que déjà, j'ai pu apporter toute mon expérience à ma nièce Levana qui est connue en France, qui est comédienne, qui est chanteuse, qui a sa chaîne YouTube. Continue une carrière donc, voilà, sur les voies de sa grande tata. Qui a commencé à 6 ans, vraiment super. Donc il y a eu cette complicité entre elle et moi. Et puis, en fait, cette chanson qui a eu beaucoup de vues sur YouTube, sur Facebook, qui a été prise sur des sites chrétiens, etc. On écoute la merveilleuse voix de Levana, ça m'émeut. C'est difficile de parler. Voilà, ça a ému beaucoup de gens, cette chanson. Je reçois encore jusqu'à aujourd'hui beaucoup de messages par rapport à ça. Elle tourne encore beaucoup, des gens qui la découvrent. Et c'était le plaisir de faire connaître une chanson donc en hébreu dont les gens ne comprenaient pas les paroles, de pouvoir faire une adaptation et faire passer le message. Ça m'a permis de faire beaucoup de scènes ici. J'étais invitée un petit peu partout et j'ai aussi invité Levana à venir de Paris pour chanter avec moi à Suzanne Delal. À Tel Aviv. À Tel Aviv. Et ça a été le début de la carrière ici. Alors, il y a un autre tournant aussi important. C'est une conférence que tu vas donner il y a quelques années à Genève. Voilà, il y a 1 an et demi, j'ai été invitée par TED. TED, c'est des conférences qui sont reconnues de manière internationale. À Genève. Et voilà, j'étais à Genève. J'ai donné cette conférence que j'ai par la suite traduite en hébreu et que je donne en hébreu aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a aussi un petit extrait de la conférence, je crois. Voilà, c'est donc sur une scène à Genève où tu racontes en fait l'histoire de ma vie en chantant. L'histoire de ta vie. Pour bien interpréter la chanson. Et puis je suis arrivée à nouveau devant les membres du jury à Hambourg. J'ai dit mon texte, beaucoup la chanson, d'émotions etc. aussi. Et au bout de 15 jours, j'ai eu la réponse. Énorme parce que tout ce que j'ai préparé, c'est pas ce que j'ai fait finalement. J'ai commencé à parler comme je vous parle, comme je te parle à toi maintenant, devant 400 personnes. Je leur ai raconté l'histoire de ma vie, entrecoupée par des chansons. J'ai commencé par La vie en rose et j'ai terminé par La vida et son carnaval. Donc ça parle de la vie aussi.
Donc la vie en rose, c'est un petit peu le départ de ma vie. Où tout était rose, tout était beau, etc. Et après, je parle de toutes les difficultés. Donc, dans ma conférence, il y a beaucoup de chansons françaises émouvantes. Et le grand final en disant que la vie est un carnaval et qu'il faut la prendre comme elle vient et être joyeux. Alors, c'est maintenant le thème d'un concert ou d'un spectacle que tu as monté, donc en hébreu. En hébreu, voilà, c'est ça. Où tu donnes donc cette conférence sur ta vie en hébreu. Là aussi, après donc le français, l'allemand, l'espagnol, donc vient l'hébreu. Là aussi, pas de problème pour l'apprendre, la langue ? Alors, pas de problème, c'est un grand mot. Je le dois beaucoup à ma fille, parce qu'un bon moyen de s'intégrer quand on vit en Israël, quand on a des enfants, on les emmène au parc, ils parlent avec les enfants, on parle avec les parents, et très vite j'ai appris l'hébreu. C'est vrai que j'ai une certaine facilité, mais je me donne du mal. C'est pas une clé USB que je rentre, et ça y est, je suis chargée en hébreu. Donc aujourd'hui, tu donnes donc cette conférence chantée, on va dire, sur ta vie. Tu as des concerts de chansons françaises, des concerts de salsa, des concerts où tu fais les deux, des concerts aussi en hébreu. Il y a un concert bientôt, je crois. Voilà, alors après les fêtes. 4 octobre. Voilà, le 4 octobre au Café Yafo. C'est rue Oley Tzion à Yafo, en fait. Puis il y a une préparation, une chanson qui te tient à cœur. Voilà, j'enregistre une chanson en hommage à mon père. Comme j'ai dit tout à l'heure, qui est décédé depuis 11 ans. Et depuis mon arrivée en Israël, il y a une chanson de Linda Lemay qui s'appelle « Le plus fort, c'est mon père », qui en fait, pendant toute la chanson, elle demande à sa maman comment elle a fait pour trouver un homme aussi exceptionnel. Moi, ça fait 3 ans que je suis en Israël. Je pensais arriver ici, rencontrer l'homme de ma vie et faire des enfants. Et c'est pas encore arrivé. Je ne perds pas espoir. Après le passage sur Studio Qualita, ça va être beaucoup de demandes. Amen. Et en fait, je raconte... cette chanson, c'est un hommage à mon père, à ma mère, pour la féliciter d'avoir trouvé un homme aussi extraordinaire. C'est qu'elle-même devait être extraordinaire aussi. Et je lui demande un petit peu des conseils. Et aussi un hommage à toute cette génération de couples qui ont su, contre vents et marées, vivre ensemble et continuer et s'occuper de leurs enfants et pas se plaindre, juste aller de l'avant. Et c'est un hommage à tous ces gens-là, en fait. Donc ça va être une chanson qui va être adaptée donc en hébreu. Pour terminer, Orly, ce parcours passionnant, ce parcours que tu as commencé à l'âge de 7 ans, quand tu te retournes et tu vois toute cette belle carrière, c'est quoi le message le plus important ? Le message le plus important, c'est de jamais abandonner. C'est-à-dire que ne pas écouter les gens autour. Les critiques, c'est très important et je les prends et à chaque fois, je les demande même. Parce que des fois, c'est très bien de dire « Ah, c'est formidable ce que tu fais ». Mais je m'approche toujours des gens du « Bon, c'est formidable, mais si tu pouvais changer quelque chose, tu ferais quoi ?» Donc, écouter les critiques des gens, surtout des bonnes personnes, c'est important. Mais il faut savoir bien s'entourer et il ne faut pas écouter quand les gens nous disent « C'est pas pour toi », etc. Il y a que nous, au fond de nous-mêmes. Écouter sa voix intérieure. Exactement, écouter sa voix intérieure, aller jusqu'au bout. Ne pas commencer un projet et l'arrêter sous prétexte que ça ne marche pas. Je l'ai toujours fait. J'ai monté mon entreprise. Sans peur, je suis partie en Allemagne. Sans peur, je suis partie à Cuba. Oser, passer à l'action. Et en Israël, c'est aussi possible ? Bien sûr. Parce qu'on dit des fois en Israël, c'est plus difficile. C'est un pays... Regardez-moi. Enfin, je veux pas... C'est pas... J'aime pas, comme on dit en hébreu, l'Auschwitz. C'est pas par prétention. Quand je dis regardez-moi, c'est que si moi je peux le faire, vous pouvez aussi. Et j'ai donné il n'y a pas longtemps un atelier à Ramat Gan pour les Olim Hadashim en leur disant comment apprendre l'hébreu en chantant. Je pense qu'il y a beaucoup de moyens. Les chansons, ça m'a beaucoup aidé pour apprendre toutes les langues. Il faut juste se passionner pour quelque chose et aller jusqu'au bout. La passion, c'est important. Il faut trouver sa passion. Merci Orly pour ce beau message et puis pour cette belle carrière. C'était vraiment très intéressant. Merci de m'avoir invité. On va te souhaiter de continuer encore de longues années. Et puis donc le 4 octobre au Café Yafo. Il y aura encore beaucoup de dates. Vous pouvez me suivre sur Facebook, Orly Solomon. Solomon. Et puis cette chanson, c'est en préparation. On sera très heureux de l'écouter sur Studio Qualita dès qu'elle sera prête. Je vous l'envoie avec plaisir. Merci Orly, merci à vous de nous avoir suivis pour cet Alabama et on se retrouvera bien entendu très très bientôt pour encore d'autres carrières très intéressantes. Merci, à bientôt, bye bye. Au revoir.